Partir faire la paix avec le Québec. C'est ce que Mélanie nous expliquait dans le premier volet de son histoire, que je vous conseille d'écouter avant de lancer celui-ci si ce n'est pas déjà fait. Dans cette seconde partie, nous allons parler de reconstruction personnelle et familiale dans un territoire un peu moins connu du Canada, le Yukon. Et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et en fait, il y a une des thérapeutes qui m'a dit je comprends que vous vouliez pas revenir tout de suite au Canada, mais je pense que ça serait bien de venir faire la paix avec Québec. Parce que c'est pas Québec qui vous a mis dehors, c'est vraiment ces colocs-là, en fait. Donc, ça serait bien de penser un jour à revenir faire la paix à Québec, quoi. Et sauf que, prise dans le truc, je retravaille en France parce qu'au déconfinement, moi, je pouvais pas rester à rien faire. Donc, je retravaille, je reprends mon job que j'avais avant de partir au Canada. Heureusement, ils me reprennent en intérim. Et puis, novembre 2020 arrive et le président Macron nous dit deuxième confinement. Et là, je fais ah non, là, c'est pas possible. Je pourrais pas en vivre un deuxième. Heureusement, le deuxième confinement était plus léger. Donc, il y a certaines institutions qui sont restées ouvertes. Et je leur ai dit, il me faut un passeport maintenant. En fait, je dois repartir au Canada. À l'époque, pour repartir au Canada, vu que mon permis vacances-travail était encore valide, il me fallait juste une offre d'emploi. Et donc, j'ai contacté l'entreprise que j'ai quittée en mars 2020. Je leur ai dit, excusez-moi, j'aimerais bien revenir. Est-ce que vous pensez que vous pouvez me reprendre ? Et ils m'ont dit, nous, oui, parce qu'on manque de main-d'œuvre, donc on va te reprendre. Donc, ils m'ont fait un contrat de travail. J'ai réussi à avoir un passeport en 1 semaine en France. Et donc, en novembre 2020, je suis repartie à Québec. J'ai pris un appartement toute seule, cette fois-ci. J'ai dit, les colocs, c'était fini. C'était la première et dernière coloc de ma vie. Hein. Donc, je retrouve mon appart, mes copines, le job. Et sauf que, en fait, Québec, c'est tout petit. C'est vraiment une petite bourgade où je croisais mes anciennes colocs régulièrement dans les rues, etc. C'était assez dur. Et en fait, quand elles ont compris que j'étais revenue, celle qui était le plus autoritaire, son papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, en fait, elle a fait passer un message par des amis en commun en disant si Mel, elle est revenue pour porter plainte, nous, on a reçu sa fiche d'impôt, on sait qu'elle les a pas payées. Et donc, du coup, mon père, il a engagé un avocat pour qu'elle aussi, elle ait des problèmes. Donc, voilà. Donc, je me retrouve avec des menaces sur la tête à mon retour. Donc là, je me dis, en fait, ça sert à rien d'aller porter plainte parce que, au final, moi, j'ai pas de parents qui vont me payer des avocats, donc je vais perdre d'avance. Je me dis, écoute, Mel, honnêtement, ton rêve, c'était le Yukon. Faut que tu fonces, en fait. Tant pis, le Québec, c'est pas ton histoire à toi, c'est pas, il y a plus d'accroche, je suis dans l'angoisse de les croiser et tout. Donc, ton rêve, c'est le Yukon, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Et donc là, le Canada, il est divisé en provinces et territoires. Et en fait, le territoire du Yukon, c'est un territoire qui est tout au nord à l'est, donc il est collé à l'Alaska. Il avait fermé ses frontières, même aux autres territoires canadiens. Pour le Covid. Donc, on pouvait pas y rentrer. Ils ont peu de population. Ils sont, si je me trompe pas, 42 000 et donc 25 000 à la capitale. Donc, vraiment, ils voulaient pas de problème avec le Covid. Ils avaient fermé. Et en fait, là, j'ai trouvé sur le site Workaway, donc qui permet de faire du woofing, du volontariat, un monsieur qui disait, écoutez, moi, j'accueille des gens. Vous pouvez faire la quarantaine chez moi parce que j'habite dans des bois. Donc, il y a pas de souci. Ça pourrait être flippant aussi, mais ok. Oui, voilà. Sachant que c'est un homme qui, quand il t'envoie la description, dit « Je n'accueille que des filles ». Et t'es là, ouais, je vais y aller. Ah, en plus. Et toi, tu te dis, oui, tiens, allez. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je mets un message sur les Français au Yukon pour demander un peu comment ça se passait l'arrivée en temps de Covid. Et là, il y a une autre Française qui m'écrit, Laura, et qui me dit « Ah, salut Mel, écoute, moi aussi je dois y aller, et j'ai trouvé ça comme info, et donc elle me dit « Je pars de Montréal fin janvier ». Et donc là, on prend contact en message privé, et je lui dis « Ah, cool, tu vas faire quoi ?» Et elle me dit « Je vais chez Stéphane pour faire du volontariat ». Je dis « C'est rigolo, je vais chez Stéphane aussi, en fait ». On se rend compte qu'on va au même endroit.
elle était dans un emploi à Montréal. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, moi, en fait, le temps que je pose ma démission à mon travail, j'ai 2 semaines de préavis. Donc, si tu veux, viens chez moi à Québec. Et comme ça, on se prépare pour partir ensemble. Et donc là, elle monte visiter Québec. Elle vient chez moi 1 semaine. Et on visite ensemble. Et puis, on part au Yukon toutes les deux chez ce monsieur, où on doit rester au minimum 15 jours parce qu'on devait faire la quarantaine. Et donc, nous voilà partis pour le Yukon. Au début, je m'étais dit, je reste 1 mois au Yukon et puis de toute façon, après, je rentre en France, c'est bon. Le PVT, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Je rentre. De toute façon, j'aurais jamais de travail au Yukon parce qu'il faut parler en anglais. Je parle pas anglais, donc ça sert à rien. 1 mois au Yukon et je rentre. J'avais pris mes billets d'avion, etc. Pour rentrer en France, j'étais déterminée. Et sauf que on est arrivé au Yukon et là, gros coup de cœur. Vraiment, c'est de la nature à perte de vue. Voilà, donc ce monsieur, il habite près d'un lac, donc Tagish Lake. Il y a vraiment rien autour, il y a que des animaux sauvages. Donc on a vu des caribous, tous les jours on voyait des caribous, on voyait des mooses. On a même vu des lynx en se promenant juste comme ça. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et clou du spectacle, un soir, on était dehors en train de parler et on voit les aurores boréales qui commencent à s'agiter dans le ciel. Et là, je me suis dit, bon, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire ici, en fait. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Puis pareil, le froid, donc on avait du froid extrême. Là-bas, on était en moyenne à -30, on est descendu jusqu'à -46. Vraiment, moi, ça me dérange pas. J'adore le froid, j'adore la neige. Il neigeait en pagaille. C'était vraiment incroyable. En plus, on faisait pas mal d'activités. On faisait du ski de fond, on a fait de la motoneige. Enfin, vraiment, c'était très sympa. Et le woofing chez ce monsieur, c'est en fait simplement de lui tenir compagnie, entre guillemets. Donc, c'était vraiment, on s'occupait un peu de la maison, on allait couper du bois dans la forêt pour se chauffer parce que il vit sans eau et sans électricité. Le Yukonais de base, vraiment, qui vit à l'ancienne. Mais c'était une expérience extraordinaire, vraiment. Et je me suis dit, bon, avant de repartir en France, je vais voir si je peux pas travailler avec des chiens de traîneau parce que à la base, moi, j'aime beaucoup ça quand même. À savoir qu'au Yukon, il y a une célèbre course de chiens de traîneau qui s'appelle la Yukon Quest. Elle fait plus de 1000 miles et elle part du Yukon pour arriver en Alaska, donc à Fairbanks. Et d'une année sur l'autre, en fait, ils inversent le point de départ. Et le point de départ, allait être à Whitehorse. Et je me dis, je vais mettre un message si je peux pas être le handler de quelqu'un qui va faire la course, ça peut être une super expérience. Donc là, on est en février 2021 et il y a quelqu'un qui m'écrit, une Yukonaise, et qui me dit, écoute, moi je fais pas la course, par contre je cherche un handler et si tu viens à la maison, nous on a besoin au moins pour 1 mois. C'est vraiment, moi j'ai des chiens, mais c'est vraiment à titre personnel, je fais pas de course. C'est juste pour mon plaisir et j'ai 30 chiens. Et du coup, j'ai dit, ouais, allez, on peut tenter. De toute façon, les volontariats, en fait, ça engage pas vraiment. Il n'y a pas de contrat. Donc, si jamais ça se passe mal, je savais que je pouvais partir. Donc, je me dis, ok, je vais là-bas. Et donc, j'arrive chez cette dame qui a 35 ans. Donc, elle a juste 2-3 ans de plus que moi. Donc, elle est maman de 3 enfants. Elle a son mari. Et donc, en fait, ils habitent à 45 minutes de Whitehorse, dans une espèce de grosse maison, un chalet en bois magnifique, sur 2 étages, la maison typique qu'on s'attend à trouver dans une forêt. Et il y a les chiens de traîneau, et plus, il y a d'autres chiens à l'intérieur de la maison, qui sont des chiens de compagnie. Et j'arrive dans cette famille, et là, ça match direct. Mais alors, inexplicable, vraiment. Un coup de cœur pour cette famille et c'est vraiment réciproque. Mon job chez eux, c'était vraiment normalement que de m'occuper des chiens. Sauf qu'en fait, je me prends vraiment d'affection pour les enfants. Donc, je joue avec les enfants. Je fais partie de la vie de famille et je sens que je fais partie de cette famille. Ils commencent à m'offrir des cadeaux. Vraiment un gros feeling avec cette famille. Il y a certains soirs, on a un des enfants qui fait du hockey et ces entraînements de hockey, ils sont un peu tard, ils sont de 20h30 à 22h. Et je dis aux parents, écoutez, honnêtement, moi je m'occupe de faire le repas, ça me dérange pas. Je fais le repas et allez à l'entraînement et comme ça quand vous revenez, tout le monde mange.
Il se dit, oh là là, mais c'est bon ce que tu cuisines, Mel. On sent que c'est la French touch, hein. Là, c'est... Et j'étais là, ah, bah écoutez, pour moi, c'est très simple ce que je cuisine, mais si ça vous fait plaisir, moi, ça me fait aussi plaisir. Et là, le mari me dit, Mel, tu as un truc de prévu cet été? Je suis, ah oui, moi, je rentre en France, hein. C'est sûr, je rentre en France. Il me dit, ah, c'est dommage parce que là où je travaille, on cherche quelqu'un pour faire de la cuisine pendant l'été. Il me dit, c'est au camp. Alors pour moi, quand on me dit je vais travailler au camp, je vais travailler au camp de vacances. Je me suis dit, ils ont peut-être un camp de canoë-kayak ou un camp avec des enfants. Et je lui dis, écoute, oui, je sais pas. Et là, il me dit, le salaire, c'est 6 et moi, je comprends pas. Je croyais qu'il m'avait dit 600. Et je dis, je vais pas me déplacer pour $600. Franchement, c'est pas cher payé l'histoire. Et là, je descends dans ma chambre, la femme, elle vient me voir, elle me fait, t'as réfléchi, Mel, avant de dire non à Harold et tout? Je dis, non, mais tu sais, le salaire, il n'est pas très haut. Elle me dit, ah bon, parce qu'on peut peut-être le négocier. Elle me dit, mais je pense que 6,000, c'est pas trop mal, quoi. Je fais 6,000, donc 6 000. Et elle me fait, oui. Et elle me fait, mais ça peut se négocier. Je dis, ah non, mais 6 000 par mois, mais je reste, en fait. Je vais venir y voir son camp, qu'est-ce qu'on y fait? Et en fait, il s'avère que son mari travaille dans une mine d'or, que c'est son père qui est propriétaire de la mine d'or. Et en fait, il me dit, tu vas commencer au mois d'avril, il me dit, et tu seras seconde cuisine, en fait, sur la mine d'or. Et il me dit, de toute façon, tu tentes. C'est pareil, hein, si jamais tu veux pas rester parce que ça te plaît pas, tu peux repartir, on ne te dira rien. Et moi, je disais, mais j'ai pas envie que ça brise la confiance qu'on a. Parce que je sais que vous allez compter sur moi. Donc vraiment, moi, je vous aime beaucoup et j'ai pas envie de vous décevoir. Il me dit, mais non, t'inquiète. Il me dit, après, on comprend, c'est un rythme de travail qui est très élevé. On travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour, à la fin du mois, avoir 4 jours de repos. Et donc, me voilà partie le 16 avril avec mon baluchon. Et je pars dans cette mine d'or perdue au fin fond du Yukon. Et j'arrive et personne parle français là-bas. Et donc, moi, je dois me débrouiller. Et il y a, mais rien, hein, quand je dis il y a rien, c'est-à-dire que la première ville, elle est à 3 heures de voiture. Il y a rien du tout autour de nous. On est vraiment isolés. RMC découverte, c'est ça, hein, vraiment. Il y a rien. Les hommes, c'est tous des barbus qui sont avec leur bleu de travail. Vraiment, voilà. J'arrive là-dedans et salut, moi c'est Mel, je suis française, je comprends pas tout ce que vous allez me dire. et en fait, du coup ça s'est enchaîné et les mois ils ont été extraordinaires. Il y a eu une belle entente avec tout le monde. Le salaire finalement ils m'ont augmenté. En moyenne après j'étais tombée à 5 000 € par mois. Donc c'était fou en fait de se dire d'avoir cette opportunité là de travail, parce qu'en France pour avoir ce salaire là, mais du coup ça a permis vraiment moi de me refaire une santé au niveau de l'argent. J'ai pu mettre beaucoup de côté et surtout l'expérience extraordinaire d'aller visiter une mine d'or. J'ai vu comment les gars ils travaillaient, puis j'étais avec eux, je me suis fait des amis. Plus après on est quand même au Yukon, donc ça veut dire que l'été il y a pas de nuit, donc soleil de minuit, etc. C'était les aurores boréales dès que la nuit elle est revenue. C'était extraordinaire. Et en plus j'ai la chance, le patron, il est génial, il est super sympa. Et vu que moi j'étais française, il me cédait un peu tout. Donc je lui disais par exemple pour le 14 juillet, j'aimerais bien faire une journée française. Alors j'ai pensé pour l'entrée, j'aimerais bien faire une soupe de champagne. Et après, je vous ferai un poulet basquaise. Et je dis, mais pour le champagne, tu peux acheter du crément de Bourgogne. C'est comme du champagne, mais cheap, en fait. C'est juste que ça s'appelle pas champagne. Il me regarde et il me dit, pourquoi tu veux que j'achète du cheap, Mel? Je vais t'acheter du champagne. Et donc là, il s'est ramené avec une caisse de 6 bouteilles de champagne pour que je fasse la soupe de champagne à tout le monde. Donc, on a fêté le 14 juillet là-bas. Moi, les mois s'enchaînent, ça se passe très très bien, je suis super contente. Lui, il me dit, t'es tellement positive et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi, vraiment. Donc, il faudra que tu reviennes.
Et je lui dis, bah écoutez, moi ça me tente très bien, mais le problème c'est que j'ai mon permis vacances-travail qui se termine. Donc ça va être compliqué. Et donc il y avait mon anniversaire le 12 septembre. Bah, ils se sont concertés pour me faire une surprise. Et les mecs, donc ils m'ont acheté du champagne français pour me faire plaisir. Et on est monté en haut de la montagne. On a fait un feu de camp. Après, en fait, à un moment, ils me disent, bon, ben, tiens, Mel, ça, c'est un des cadeaux. On sait que ça va te faire plaisir. Et là, en fait, ils allument un feu d'artifice. Waouh. Ouais, franchement, c'était extraordinaire. Et au même moment de la première boule de feu d'artifice, on a les aurores boréales qui se mettent derrière. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un film de Noël, mais en avance. C'était vraiment magique. Et là, je me dis, mais en fait, ma place, elle est là, quoi. Elle est au Yukon. Et donc là, on a cherché toutes les solutions possibles et inimaginables pour que je reste. Et sauf que il fallait donc soit c'est un permis fermé avec l'employeur, mais moi sachant que c'est des saisons, la saison se terminait, on pouvait pas faire cet emploi-là. Et sinon, c'est une résidence permanente. Et sauf qu'il faut cumuler un certain nombre d'heures et qu'il me manquait en gros l'équivalent de 2 mois de travail pour le demander. Donc du coup, il a fallu que je rentre en France. Et en fait, quand je suis rentrée en France, la famille chez qui j'étais, qui m'ont fait venir à la mine, ils avaient une chienne qui m'avait laissée pour l'été, May, qui est un croisé labrador. Et quand j'ai dû partir, je leur dis est-ce que je pourrais l'adopter? Parce que quand même, ça fait 5 mois que je suis avec elle. Et ils me disent ah non, tu sais, ça va être difficile d'expliquer aux enfants que la chienne, elle part. Je suis d'accord. Mais si jamais un jour vous devez la donner, vous me contactez, hein, c'est moi la prioritaire. Ils me font oui, en rigolant. Et puis, 2 semaines après mon retour en France, ils m'écrivent et ils me disent Mel, on fait comment pour t'envoyer un chien en France? Je fais comment ça? Ils me font la chienne, elle mange plus, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc en fait, elle leur a fait une petite grève de la faim. Ça a été vraiment, en fait, on était très proches toutes les deux. Et c'est une chienne qui est très câline. Je pense qu'en fait, elle avait vraiment besoin d'être juste en duo. Et là-bas, il y avait trop de chiens pour elle. Elle trouvait pas sa place. Et donc, je leur ai dit, écoutez, me l'envoyez pas, je reviens la chercher. Donc, je suis repartie au mois de novembre la chercher en visa touriste. Et je suis restée 2 semaines avec eux, le temps qu'on fasse tous les papiers pour rentrer avec la chienne. Et puis, on est rentré début décembre 2021. La chienne qu'on entend là, un petit peu, qui te fait des gros coups de langue. C'est ça. Exactement. C'est un pot de colle. C'est un pot de colle inimaginable. Et donc voilà, je l'ai amenée en France. On fait plein de voyages en France. C'est une chienne qui avait jamais voyagé. Donc là, je lui ai fait prendre l'avion. Ça s'est bien passé. On a pris le train. J'ai acheté un van aménagé en rentrant en France. Donc on est partis en Corse, toutes les deux. Donc on a pris le ferry et tout ça. Et au mois d'août, j'ai été contactée par cette famille pour me dire que ils cherchaient quelqu'un pour garder la maison pendant leurs vacances cet hiver. Et je leur ai dit, ça tombe bien parce que moi, je cherche un endroit où passer l'hiver sous la neige. Ah bah oui, il y a toujours ton amour de la neige pour Noël et tout, quoi. C'est ça, exactement. L'amour de la neige et les aurores boréales, c'est venu aussi s'ajouter. Parce que une fois qu'on en a vu, on devient un peu accro. On a envie d'en voir tout le temps tellement c'est beau. Et donc là, en fait, on a conclu d'un commun accord que je pars 6 mois en visa touriste avec la chienne. On repart au Yukon. On va se tenter ça et donc là, on part dans 5 jours. Ah ouais, d'accord, génial, ok. Donc du coup, là, t'as quoi, tu revends tout en France ou tu mets ta vie en pause en France? Comment ça se passe? Donc là, en fait, moi, mon travail que j'avais, donc chauffeur-livreur, c'était un CDD parce que je savais que j'allais vouloir passer l'hiver quelque part à la neige, donc j'avais prévu le coup. Et mon appartement, donc je suis en location et en fait, j'ai décidé de le garder parce que je ne sais pas si je vais pouvoir rester après au Canada. Mon loyer sera payé, je mets mon van aménagé en gardiennage dans les places pour les camping-cars. Et donc là, on part, on met tout en pause pendant 6 mois et après, on verra ce que le destin nous réserve, si on reste au Yukon ou si on revient en France après, quoi. Si t'avais une baguette magique, ce serait où la suite de l'aventure pour toi? Ce serait quoi? Moi, je me verrais bien rester entre 3 et 5 ans au Canada. Je sais que j'aimerais bien retravailler à la mine d'or parce que déjà pour l'expérience personnelle, c'était incroyable. Et aussi, après, on va pas se mentir pour le côté financier, pour pouvoir économiser beaucoup. Et au-delà
de l'amour que j'ai pour le Canada, j'aime beaucoup les États-Unis aussi. Et donc, le but, ça serait de travailler peut-être 3 ans à la mine, les étés. Et avec l'argent que j'aurais empoché, acheter un van au Canada et faire le tour du Canada et des États-Unis par intermittence, en visa touriste, 3 mois aux États-Unis, 6 mois au Canada. Donc ça serait vraiment le rêve idéal. Mais après, ce qui me fait pas peur, c'est que si jamais j'arrive pas à avoir les papiers de travail pour le Canada, je pourrais revenir ici. Je récupère, j'ai mon appart qui m'attend. J'ai mon van. Tu repars pas de zéro. Voilà, je repars pas de zéro. J'ai mon job qui me reprend aussi. Donc vraiment, je prends aucun risque à partir. Juste, ça sera du kiff et du plaisir. Et ça, c'est le plus important. Et toujours avec ta chienne, du coup. Et toujours, maintenant, avec la petite Canadienne qui ne parle qu'anglais. Donc ça fait très pompeux en France. Hein, quand je croise des gens dans la rue et que je parle en anglais à ma chaîne. Mais come on. Les gens, ils me regardent. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Donc c'est assez marrant, mais c'est une belle aventure. Bah ouais, ça, donc d'une aventure qui était quand même pas très très bien engagée en 2019, en 2020, ça s'est super mal passé. Finalement, ton amour du Canada est intact. Tu restes même pas fâché avec le Québec, même si ça a été difficile au début. C'est assez impressionnant cette détermination. Est-ce que c'est un trait de caractère que tu te connaissais avant de partir à l'étranger, tu vois, je sais pas, cette détermination finalement à être heureuse, à te construire et à suivre tes instincts en fait, parce que tu avais cet instinct il y a un truc au Yukon qu'il faut que j'aille explorer. Moi, de base, j'ai envie de te dire que non. De mon point de vue à moi, je ne me sentais pas du tout cette force de caractère parce que, donc comme je l'ai dit, moi j'ai perdu ma maman quand j'avais 19 ans et j'ai toujours été très dépendante de mes frères et sœurs. J'étais beaucoup... je voyais que par ma famille, etc. Et j'avais toujours besoin de leur approbation. Moi, ce qui a vraiment changé la donne, ça a été le fait, quand il y a les histoires de confinement, moi, je l'ai vraiment très mal vécu. Et en fait, je me suis dit, je peux pas... En fait, si je continue, si je fais un deuxième confinement en France, vraiment, je vais sombrer, en fait. Et je me suis dit, tu peux pas te laisser sombrer. Et donc, tente au Canada, au pire... ça peut pas être encore plus mal que ce que tu viens de vivre. Donc après, mes amis te diront, nous on savait que de toute façon t'avais cette force de caractère parce que quand t'as eu le décès de ta maman, t'as rebondi, enfin tu t'es pas laissé abattre, etc. Mais vraiment alors moi j'aime à dire qu'il y avait le Yukon Call et que vraiment depuis toujours j'ai senti que il fallait que je parte là-bas. Il y avait quelque chose. Et moi j'aime beaucoup la spiritualité et je suis persuadée qu'il y avait quelque chose qui m'attendait et que ce qui s'est passé au Québec, c'était un petit coup de pied au derrière pour me dire la francophonie c'est bien, mais bouge-toi les fesses, va là-bas et va voir ce qui se passe, il y a quelque chose de beau qui t'attend, quoi. Si tu avais un petit conseil, un petit truc que tu pouvais te chuchoter à l'oreille de la Mélanie de 2019, ce serait quoi? Moi, je pense que je lui dirais fais-toi confiance, fais confiance en la vie, parce qu'au final, c'est déjà un peu écrit ce qui t'attend. Et fais confiance à ton instinct, parce que lui, il sait mieux que toi. Il écoute pas tes peurs, il écoute pas le cerveau qui se pose des questions. Donc vraiment, et crois en tes rêves. Ils se réaliseront si tu te donnes la force de les réaliser, ils vont se réaliser. Après, je sais pas si j'irai directement au Yukon ou pas, parce que je me dis je devais travailler dans un hôtel, avec la pandémie ça a fermé. Donc je me dis c'était peut-être pas si mal que je sois à Québec, parce que pour rentrer en France ça a été plus facile. C'était vraiment direct. Donc vraiment, je pense que je referai pareil. Peut-être que je prendrai juste pas une coloc. Et puis je me dis de toute façon, la vie elle te réserve des belles surprises. Donc crois en toi, crois en la vie et ça va le faire. Est-ce que tu pourrais nous décrire, toi tu nous as décrit la vie sauvage, les aurores boréales, etc. Mais pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, qui sait peut-être même pas où c'est sur une carte au Canada, est-ce que tu pourrais, moi je ferme les yeux, nous transporter un petit peu dans cette région et nous la faire découvrir, je sais pas, quelles sont les activités que tu adores faire en été, en hiver, raconte-nous un peu.
Donc en fait, le Yukon, c'est un très grand territoire. Si je me trompe pas, il doit faire 1,5 fois la France. Donc il est très étendu, un peu comme une botte, qu'il est frontalier par l'ouest avec l'Alaska et par le sud avec la Colombie-Britannique, qui est canadienne. Et à l'est, c'est les territoires du nord, donc qui sont encore moins habités. Si je me trompe pas, il y a 45 000 habitants, dont 25 ou 27 000 qui sont à Whitehorse, qui est la capitale. Donc c'est très peu peuplé en fait. Et quand on arrive, alors déjà l'arrivée au Yukon, elle est fabuleuse parce qu'on passe au-dessus des chaînes de montagnes. À savoir qu'ils ont un sommet qui est très haut, qui est le mont Logan à plus de 6 000 mètres d'altitude. Donc on peut voir quand on arrive en avion. Et leur aéroport est tout petit. Donc on arrive, on est directement sur le tarmac, on descend sur le tarmac et on va après dans la petite salle où on récupère les bagages. Il y a une file pour les bagages. Et quand on sort, en fait, il y a un immense parking et on a après quelques chaînes d'hôtels. Et on est à 10 minutes à peu près en voiture du centre-ville. Et le centre-ville, c'est rigolo, il faut imaginer ça vraiment à l'ancienne, donc avec des bâtiments assez bas. Il n'y a pas du tout de building, c'est assez bas et c'est vraiment en bois. Les rues, elles sont toutes perpendiculaires. Il n'y a pas grand-chose. En fait, le plus gros magasin, c'est un Walmart. Il y a un McDonald's quand même, mais il n'y a pas beaucoup de choses là-bas. Les gens font beaucoup par eux-mêmes. Donc il y a quelques commerces, mais sans plus. C'est vraiment, moi ça m'a beaucoup étonnée de me dire comment ils font pour se fournir en fait, parce que c'est pareil, les magasins de vêtements, il y en a pas tant. Je pense qu'il y en a peut-être 3 ou 4 dans le centre-ville, sachant qu'on est dans la capitale. Après il y a quelques petits commerces par-ci par-là, mais vraiment il y a pas grand-chose. Il y a vraiment le centre-ville où il y a pas d'habitation. Il y a des quartiers aux alentours, donc il y a Riverside qui est le plus proche, qui est vraiment à 10 minutes à pied de la ville. Après, il y a un hôpital, il y a quand même un grand hôpital à Whitehorse. Après ça, il y a au moins 30-40 minutes de route pour aller dans les quartiers d'habitation. Et la plupart des gens, en fait, au-delà des quartiers résidentiels qui sont un peu dispersés, les gens vivent beaucoup dans des grosses propriétés au milieu de nulle part. Donc c'est pour ça que c'est un peu la terre des mushers, parce qu'ils ont de l'espace pour les chiens, plus toutes les pistes, les forêts où ils peuvent s'entraîner, il y a beaucoup de montagnes. C'est vraiment un territoire qui est cool pour l'été, parce qu'il y a des grandes rivières, donc on fait beaucoup de canoë, on peut faire du vélo. Ils font beaucoup la fête quand même. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de bars dans Whitehorse, pour le peu de commerce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de bars. Donc ça, c'est vraiment la capitale. À côté de ça, il y a un territoire il y a une zone où il y a Tagish Lake, il y a Marsh Lake et Carcross. Donc ça, c'est vraiment Carcross, c'est un peu le sanctuaire des autochtones. Les buildings sont peints par les autochtones. Il y a vraiment un centre de conservation, etc. Donc c'est vraiment impressionnant à voir au début. Carcross, ils ont aussi le plus petit désert de sable au monde. Donc en fait, il y a un tout petit désert de sable. Et sur lequel donc on peut aller monter la dune de sable l'été ou faire de la luge pendant l'hiver. Donc c'est super cool. La deuxième ville que je connais beaucoup, c'est Dawson City, qui est une ville qui a 8 heures en voiture au nord de Whitehorse. En fait, Dawson City est connue pour la ruée vers l'or. Quand on y arrive, c'est vraiment le Far West. C'est-à-dire que c'est des bâtiments en bois comme à l'époque. Il n'y a pas de trottoir, c'est des planches en bois qui font les trottoirs. Et il y a 2 General Food pour acheter l'alimentaire. Il y a un magasin de vêtements. Il y a un coiffeur. Après, il y a pareil, il y a 4 bars. Et ils ont un bar où il y a du French Cancan qui est dansé avec un petit casino où il y a 10 machines. Enfin, vraiment, c'est tellement cliché. Mais c'est extraordinaire à voir. Enfin, je suis amoureuse de Dawson. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance d'y aller en 2021, donc les frontières étaient fermées. Ça veut dire que il y avait pas beaucoup de touristes. Donc c'était très agréable d'y être. Après, de la part des Yukonais, ils me disaient que Dawson l'été c'est un peu envahi de touristes. Il y a beaucoup de gens en camping-car ou des gens qui posent des tentes tout le long de la Yukon River. Et du coup, c'est un peu difficile de vivre en centre-ville pendant l'été, mais par contre, pendant la pandémie et l'hiver, c'est vraiment très peu peuplé.
En hiver, ils sont 1500 habitants à Dawson. Donc il y a vraiment personne. Il y a quelques hôtels. Et la particularité de Dawson, c'est qu'elle est découpée en 2 parties par la Yukon River justement. Et donc il y a Dawson, la ville, et il y a West Dawson. Et en fait, West Dawson, c'est des gens qui ne sont pas reliés au réseau d'électricité et d'eau. Donc ils vivent vraiment en autonomie. Et vu qu'il y a la rivière, en fait, au printemps et à l'automne, pendant 2 mois, ils sont bloqués chez eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas traverser. Donc, en fait, ils doivent avoir des réserves alimentaires, etc. chez eux. Donc, bien prévoir. Parce que du coup, en automne, il faut attendre que la rivière gèle pour pouvoir que le pont de glace se fasse pour que les voitures puissent passer. Et l'été, qu'elle dégèle pendant 2 mois aussi pour qu'on puisse mettre en place la navette en bateau. Donc, c'est incroyable. Enfin, vraiment, pour des gens qui vivent dans des villes civilisées, c'est juste impensable que tout ça se passe, quoi. Est-ce qu'il y a une spécialité alimentaire dans le Yukon ? Est-ce qu'il y a un truc à surtout pas manquer, qu'il faut absolument goûter ? Eux, ils mangent beaucoup de saumon, mais la spécialité, alors c'est pas à manger, hein, justement, il faut vraiment pas le manger. Ils ont le cocktail sourdough. Et en fait, c'est à Dawson, dans un bar. Ils ont récolté des dons de orteils humains qui sont morts, en fait. Enfin. Et en fait, c'est par le froid, parce qu'il y a il fait tellement froid qu'il y a tous les hivers, il y a des gens qui se font amputer les doigts de pied. Et du coup, il les récupère, il demande de faire des dons. Et en fait, on va dans un bar, et il y a une table pour 2 personnes, et en face de nous, il y a un monsieur qui est déguisé en capitaine de bateau. Je ne sais pas pourquoi. Il est déguisé comme ça. Et donc, avec son orteil mortifié devant lui, qui explique les règles, en fait, que il y a le cocktail, que tu payes en plus assez cher, hein, quand même, pour un peu de bourbon, c'est $16, je crois. Et il met l'orteil dedans, et il faut le boire et toucher l'orteil avec ses lèvres, mais il faut surtout pas le manger, en fait. Et t'as goûté ? Moi, non, j'ai pas pu manger. Vraiment, ça m'horripile. Je me dis, c'est des vrais doigts-pieds qui sont morts, en fait. C'est pas possible de... déjà que je suis pas fan des pieds, mais alors des doigts de pied morts qui sont tout. Il est vraiment marron. Vraiment, allez voir sur YouTube, c'est le cocktail sourdough. Et c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment ignoble, mais franchement, c'est le truc le plus connu pourquoi les gens y vont. Et après, la recherche de l'or. Après, voilà, ils ont les salmon candy, mais c'est des bonbons de saumon. Je pense qu'on peut en retrouver, voilà, en Alaska ou quoi que ce soit, mais ouais. Mélanie, merci beaucoup pour cette discussion, c'était super intéressant. Bravo pour ta réinvention de ton histoire canadienne, parce que t'aurais pu partir en étant archi dégoûtée et ne jamais vouloir y remettre les pieds. Donc franchement, bien joué. En tout cas, moi, je voulais aussi beaucoup te remercier parce que tu m'as accompagnée déjà au Yukon quand je faisais le ménage ça faisait partie du boulot de faire le ménage des locaux, et j'écoutais déjà les French Morning et vraiment, le French Expat, ça a été vraiment la révélation, parce qu'en fait, j'ai écouté mais je pense que ça a été aussi ça qui a été une force d'écouter les histoires des autres et de se dire, il y en a plein qui ont rebondi. Et je me rappelle d'un épisode qui m'avait marqué, c'était une dame qui s'expatriait avec sa famille à New York pendant la pandémie pour ouvrir un bar à pétanque. Ah, Alexandra. Ouais, et ça m'avait marqué. J'étais là, mais c'est extraordinaire, parce qu'après, elle avait parlé de tous les faits de solidarité avec les commerçants voisins, etc. Et j'étais mais c'est génial. Et vraiment, cet épisode, il m'a beaucoup marqué parce que j'étais là-bas et je me disais, en fait, il faut croire en ses rêves et se dire que c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens et pas juste baisser les bras parce qu'il y a des mésaventures qui se présentent à nous. Donc voilà. Et puis après, là, avec l'emploi de chauffeur-livreur, j'ai pu écouter tous les épisodes. Ça a été vraiment des belles découvertes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Mélanie pour la générosité de son partage. J'espère que son histoire vous aura plu et vous aura donné envie d'aller explorer ces territoires nordiques du Canada. Je vous adresse à vous aussi un grand merci. Merci d'être là, merci de nous écouter chaque semaine et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou encore mieux sur les plateformes d'écoute. Laissez-nous autant d'étoiles que possible, laissez-nous un petit mot, ça nous encourage, ça nous aide énormément à travailler sur ce podcast. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques extraits pour savoir où nous allons partir la semaine prochaine. C'était assez rigolo, j'ai appelé l'EDF et je crois que les expressions go ahead, awesome, j'ai voulu un peu les ressortir, donc j'étais là, mais c'est super, incroyable. Et mon mari se foutait de moi derrière. Hein. Des fois, tu sais, aux États-Unis, mais les Américains, ils en font des tonnes, ils sont toujours contents, c'est pas possible. En fait. Mais c'est vachement agréable, c'est clair. Et quand tu reviens ici, moi je reviens jamais pour m'installer, tu vois, mais tu reviens ici, t'es quand même positif, t'es souriant, mais les gens ils restent te regarder, genre, mais arrête d'être content. Enfin, c'est comme si t'as un reproche. C'est étonnant, hein. Franchement, c'est. Ah oui, puis la dame au téléphone, tu sentais que je lui avais fait sa journée, quoi. Hein. Ah, ça lui a fait plaisir, elle était réceptive quand même. Elle était super. Elle était mais c'est agréable de vous parler. Ah oui, écoutez, excusez-moi, je viens avec ma bonne humeur américaine. Là, pour le moment, en fait, j'ai l'impression de vivre de toute façon une expatriation où je comprends la langue, mais je comprends plus les codes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.